Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble dans l'émission DW77 le nouveau visage des villes africaines. C'est une vidéo très intéressante qui traite sur le futur des villes africaines, sur certains architectes contemporains ou comme qui respectent la tradition. On va essayer de voir tout ça et de décortiquer. C'est une vidéo qui m'a été envoyée sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas les amis à vous abonner. Et si vous avez des vidéos à m'envoyer, des vidéos intéressantes, vous pouvez toujours me les envoyer, je vais les analyser. Passons à la vidéo. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de 77%. Je suis Panda Silla et je suis très heureuse de vous retrouver. On parle architecture aujourd'hui. Nous plongeons cette semaine dans l'univers de l'architecture à travers des images sensationnelles. Voici ce qui vous attend durant les 26 prochaines minutes. On est à Cotonou où un jeune architecte a fait le pari du retour dans sa ville natale pour construire la ville de demain. Rencontre avec Vinesh Shintaram, ce Mauricien qui redonne vie à l'architecture dans son pays. Et puis, une visite de Bobo Dioulasso. Ça vous tente? Ce sera en fin d'émission et c'est à ne pas rater. La gestion de l'urbanisation rapide est un défi important pour le développement de l'Afrique. Conscient de cela, des esprits créatifs se déchaînent sur le continent et chacun y va de son talent. C'est d'abord une femme qui a l'honneur, une femme qui voulait à la fois faire carrière et avoir une vie de famille. Elle a donc fondé sa propre société Arc Zenus en 2011. Et c'est le seul cabinet d'architecture dirigé par une femme au Ghana. Rencontre avec Nana Akua. J'ai lancé cette entreprise alors que mon bébé dormait à côté de moi. La moitié des femmes de mon équipe ont eu leurs enfants pendant qu'elles travaillaient ici. C'est devenu un peu une marque de fabrique de ces entreprises. Nana Akua Opong Birmeh fait partie des meilleurs architectes et chefs d'entreprise au Ghana. Elle défend les valeurs d'intégrité, d'innovation et de croissance. L'architecture est un domaine très particulier. Chaque client est différent. Chaque site, besoin ou cahier des charges est singulier. Pour chaque projet que nous examinons, nous partons d'une feuille blanche. Nous posons les bonnes questions pour élaborer le processus de conception et nous déterminons ce qui est le plus approprié pour un projet donné. Accra, la capitale du Ghana, est désormais parsemée de zones architecturales modernes et fonctionnelles qui ont un impact sur les personnes qui y vivent. Nous cherchons, par des concepts de bâtiments passifs, à faire en sorte que nos constructions fonctionnent bien et efficacement dans notre climat. C'est à nous de concevoir quelque chose qui va vous donner la liberté et la flexibilité d'exprimer une culture ou un art. Mais il faut que cela se fasse dans un endroit bien conçu et bien aménagé. Vous savez, je remarque un truc particulièrement intéressant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de grilles. Ok. Je vois de moins en moins des grilles, vous savez, sur les maisons. Sur les maisons de haut standing, je les vois de moins en moins. C'est une bonne chose plutôt. Souvent, nous associons le toit de chaume en raffia au Ghana ou à l'Afrique, ce qui est faux. Il n'y a pas de plans architecturaux ghanéens ou africains, car l'identité ghanéenne ou africaine ne réside pas dans la structure, mais dans la façon dont on vit dans cet espace. Ok, elle a souligné un point très intéressant. Elle a dit qu'il n'y a pas d'identité ghanéenne ou africaine, l'identité réside dans la façon dont on vit. C'est un point très intéressant qui commence légèrement à rentrer en profondeur dans un thème que je vais très bientôt aborder. On va commencer à rentrer dans des sujets, dans des vidéos très profondes, avec des thèmes assez profonds, notamment sur la notion qui revient très souvent sur l'architecture africaine. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boto, je suis architecte et entrepreneur, bien entendu. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos projets de construction, de décoration, d'aménagement, de réflexion d'espace. C'est un livre qui est assez complet, qui vous aidera pour vos futurs projets, si jamais vous en avez, et que vous êtes passionné de la construction, l'architecture, etc. N'hésitez pas à vous en procurer, le lien est en description. Nous, on poursuit à suivre notre vidéo. La volonté de faire coexister vie de famille et carrière professionnelle ont amené Nana Akua à fonder Arc Zenus en 2011. Depuis sa création, Arc Zenus a ouvert ses portes à plusieurs jeunes femmes architectes dans un domaine très concurrentiel et dominé par les hommes. Nous sommes un cabinet d'architecture essentiellement féminin, mais les hommes ont toujours aimé travailler avec nous, alors que nous ouvrons des postes lors des congés spéciaux, qui sont notamment la grossesse et la maternité. Avec précision et persévérance, Nana Akua Opong Birmeh sait comment convaincre sa clientèle, encore souvent masculine. J'avais un concept de ce que je voulais faire et elles ont été en mesure de parfaitement intégrer ce concept. Nous avons réussi à très bien travailler ensemble et je vois vraiment la mise en œuvre du concept que nous avions couché sur le papier. Donc oui, elles ont fait un travail formidable.
Tellement de personnes ont été formées ici, des personnes partageant les mêmes idées qui sont parties et font des choses merveilleuses. Je pense que nous vivons dans un environnement architectural très excitant. Quand je me déplace, je vois les efforts que les gens font et la façon dont ils présentent leurs espaces. C'est encourageant et je pense que cela donne de l'espoir pour l'avenir. Je suis enthousiaste quand je pense à la direction que va prendre l'architecture. Elle estime que le design est un processus de collaboration qui répond aux besoins sans être dogmatique, ce qui permet de créer des espaces originaux qui reflètent le caractère singulier de chaque projet et de chaque client. Lorsque le client est venu nous voir, il voulait un immeuble d'appartements très moderne, à plusieurs étages. Nous avons opté pour un design qui contrastait avec tout ce qui se passait autour. Nous avons choisi d'utiliser les couleurs les plus neutres, le noir et le blanc. Et nous avons alterné de manière à ce que les sols noirs s'effacent et que les sols blancs se projettent. Au final, notre idée était que lorsque vous regardez ce bâtiment, vous voyez des volumes blancs flottants. D'un coup, tous les habitants de la rue ont commencé à changer leur façade. Et c'est exactement le genre de choses que nous espérons. Chaque fois que nous plaçons un bâtiment quelque part, il doit avoir un impact positif sur l'environnement. Ouais, ok, d'accord. En fait, ce que je tenais à souligner ici, c'est que, tu vois, vous voyez là, en fait, le bâtiment, ça va, il est pas mal. Mais il y a une chose quand même qui est à souligner, c'est que, vous voyez, j'en parle justement dans le programme spécial. Je ne vais pas encore donner le nom maintenant, mais qui sortira très bientôt au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Vous avez ici, vous voyez les fenêtres. Les fenêtres sont placées comme ça dans le bâtiment. Normalement, les fenêtres, une façade, les façades des bâtiments, il faut une expression architecturale, il faut lui donner une âme, une identité. C'est-à-dire quand tu vas placer ta maison, tu vas mettre des fenêtres, des portes, des fenêtres. Ok, ça c'est normal, ça c'est quand tu les places. Là, ça c'est le placement normal. Maintenant, pour que cette même façade-là, elle ait une identité, qu'elle puisse exprimer quelque chose, il faut savoir comment est-ce que tu peux l'habiller, quelle identité tu dois lui donner. Ça, c'est des choses qu'on aborde justement dans le programme, mais de façon très surfacique. J'ose en parler un peu plus tard dans des vidéos que je mettrai à disposition. Souvent, c'est vrai que je dis beaucoup de fois un peu plus tard, c'est vrai. C'est parce que, comme ça se traduit aussi sur la chaîne justement, mais quand je prépare un truc dans lequel je suis vraiment à fond, j'attends, je m'arrange à ce que ça soit vraiment très bien fait pour pouvoir vous le proposer et vous le présenter. Sur l'environnement. Avec tout ce qu'elle a accompli en si peu de temps en tant qu'architecte, épouse et mère de 4 enfants, Nana Akua Oppong Birmeh donne de l'espoir aux jeunes femmes ghanéennes. Son message, tout est possible. Tout est possible, 77%, ne l'oubliez pas. Allez, on embarque désormais au Bénin, où l'architecte Romaric Atoké participe à la construction de l'Afrique du 21e siècle. Il met l'accent sur la durabilité. La lutte contre l'urbanisme non contrôlé s'avère être son plus grand défi. Portrait d'un jeune architecte qui a fondé sa propre agence d'architecture à Paris avant un retour au pays avec l'envie de relever des défis avec un style bien à lui. Des lignes lisses, purement minimalistes et beaucoup d'espaces verts. Attendez. Des lignes fines, purement minimalistes et beaucoup d'espace vert. Si c'est ce bâtiment-là, il n'y a pas de ligne fine. Je ressens aucun minimaliste, c'est quelque chose de plutôt brut et grotesque. Et je ne vois aucun espace vert à vue d'œil. Donc, il y a un problème dans la phrase. Ouais, ça doit être ça. Ou peut-être que c'est nous. On ne sait pas, on va voir. Cette pièce d'architecture moderne est l'œuvre de Romaric Atoké. Le jeune architecte a fondé sa propre agence d'architecture Global Archiconsul à Paris en 2013. En 2017, il est revenu s'installer dans sa ville natale Cotonou au Bénin. En fait, horizontale. Donc sur toute l'étendue en fait de la maison, vous allez voir horizontalement des lignes très épurées qui viennent marquer la linéarité de ce qu'on a comme ouvrage architectural. Global Archiconsult se concentre sur la construction durable tout en essayant de respecter un budget convenu. L'agence a une vision ambitieuse de la transformation des villes africaines, mais selon Atoké, il reste encore beaucoup d'obstacles structurels à surmonter. Heureusement, on a encore des réseaux qui... Les amis, aidez-moi un peu à me décider. Je suis en train d'hésiter entre... Vous savez, il va falloir que je lance une première structure en Afrique et j'en ai hésité entre Lomé et Abidjan.
Parce qu'avant, j'étais vraiment certain d'Abidjan de lancer. Mais maintenant, je reçois pas mal de commandes à Lomé, au Togo, notamment. C'est un pays qui commence beaucoup à m'attirer. C'est très intéressant. Donc, je suis beaucoup en train d'hésiter entre Lomé et Abidjan. Dites-moi un peu en commentaire. Je pense que je vais aussi faire un sondage dans lequel je vais vous demander. Mais dites-moi quand même en commentaire. J'aimerais avoir vos avis partagés par rapport à ces deux villes. Laquelle vous trouvez que... D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont dessinateurs, projecteurs, vous maîtrisez Lumion, Archicad, des logiciels, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@buttoworks.com. Mon monteur vidéo, il mettra l'adresse mail quelque part là. Vous envoyez votre adresse mail de candidature, donc vous envoyez votre CV, votre portfolio et ce que vous savez faire. Votre portfolio, c'est généralement les rendus que vous savez faire en 3D et le type de plan que vous faites. Et moi, je verrai ça avec mes gars et on verra pour une entreprise qu'on va lancer soit à Lomé, soit à Abidjan très bientôt d'ici fin d'année 2024, début d'année 2025. Donc, vous pouvez m'envoyer vos candidatures. Mais d'ailleurs, dans tous les cas, quand je vais vous présenter les futurs projets dans lesquels je vais vous montrer, vous allez voir un peu le niveau auquel on attend à ce que nos collaborateurs travaillent avec nous. Sont encore filaires, dont apparents. On n'a pas des réseaux enterrés, je parle de la téléphonie, je parle de l'alimentation en énergie électrique. Là, par exemple, vous allez voir derrière moi qu'il y a plein de poteaux qui rendent un peu moche l'ouvrage, qui ne facilitent pas la lecture architecturale de votre bâtiment, quand bien même il est beau. Donc, c'est nos réalités, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Il dit un truc intéressant. Lui, il vient de la France. Il dit le fait qu'il y a des poteaux avec des câbles et que ça dégrade l'image de la ville. Avant, je pensais pareil. Au fil du temps, je discutais avec mon ancien professeur quand j'étais en école d'architecture. Il me disait un truc. Il me disait que parce qu'en faisant un débat, on discutait sur le fait qu'en France, on a beaucoup d'impôts, on a beaucoup de taxes. On a trop de réglementations. Pour la moindre petite chose, tu as des réglementations pour tout et rien. Et il a dit un truc intéressant. Il a dit... Quand même, il faut savoir qu'on est l'un des rares pays qui a fait de l'effort d'enterrer ses réseaux électriques. C'est-à-dire que des kilomètres et des kilomètres sont creusés. En France, tu ne verras pas des poteaux électriques. Là, t'en vois pas. Tout est enterré. Il y a beaucoup de pays qui sont même développés qui ne font pas cet effort. Non seulement parce que c'est très coûteux, mais aussi parce que ça demande vraiment un grand nombre de travaux. Par exemple, en Inde, t'as pas ce genre de choses. Après, l'Inde, on va pas dire que c'est un pays non plus développé, mais c'est un pays qui est en voie de développement. Et il y a beaucoup de villes que je pourrais vous citer. Tokyo, c'est normal. Tokyo, c'est pas enterré parce que c'est à cause des tremblements de terre, c'est normal. Mais il y a beaucoup de villes que je pourrais vous citer qui sont assez prospères. Mais dont vous allez voir, par exemple, quand tu vas au Portugal et tout, à Lisbonne, ou alors il y a certaines villes en Espagne où tu vas voir les poteaux. Mais en France, on a quand même ce luxe-là de ne pas avoir des câbles qui pendulent partout. Et ça, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe où. Donc, il faut pas qu'ils se trompent. Déjà, l'Afrique a déjà des problèmes encore un peu plus importants. Et déjà, en ce moment-là, le principal sujet, c'est qu'on est au moins de l'électricité. Qu'il y ait au moins de l'électricité à profusion. C'est pas mal. Ensuite, pour ce qui est de l'image du bâtiment, poteau et tout, on va s'arranger. On va s'arranger. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec lui. J'aurais voulu aussi que les poteaux soient enterrés. Mais c'est encore un autre niveau de développement, ça. Ça fait aussi le charme, ça fait le charme de nos villes africaines. Il admet à contre-cœur qu'il n'est pas un fan de l'architecture africaine dominante, mais chaque pays a son propre style. Moi, je ne suis pas trop par... L'architecture africaine, c'est un sujet que j'entends vraiment beaucoup, mais tout le temps, il faut qu'on démystifie un peu la question. Patience. La vidéo est en écriture, pas en préparation, mais en écriture. Pour l'architecture africaine, ça ne se dit pas. Par contre, l'architecture en Afrique, ça peut se dire. Parce que l'architecture que vous aurez dans un pays sahélien comme le Mali n'est pas la même architecture que vous retrouverez en fait dans un pays comme le Bénin qui est beaucoup plus littoral. Un autre défi auquel il doit faire face est de repousser l'étalement urbain croissant. Mais malgré ou peut-être à cause de tout... Attendez, je vais juste faire ça. Est de repousser le... Ça, franchement, la mur de clôture au centre, on va te mettre une forme de pierre, après c'est blanc. Ça, j'aime pas. Moi, j'aime l'uniforme. En fait, vous avez vu certains projets que je vous ai montrés, j'aime l'uniformité. C'est-à-dire que quand tout est presque similaire, ça crée une symétrie, ça crée une beauté, une continuité. Mais chaque fois quand tu viens avoir une rupture, ça casse le sens. Et en plus, tu as cette texture-là, on la retrouve nulle part ici, nulle part sur le bâtiment. Donc le mur de clôture ne rappelle rien au bâtiment. Et c'est ça que je trouve que quand on veut en faire trop, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ce bâtiment, je le trouve très massif. Regardez, là, on est juste très proche du mur de clôture. Il n'y a pas assez d'espace pour avoir de la lumière de l'espace. C'est ça dont je parlais beaucoup, je pointais beaucoup dans les précédentes vidéos, dans les premières vidéos de la chaîne. Et là... Tellement urbain croissant. Mais en réalité, il a raison quand même. Parce que quand tu vois un poteau, 2 poteaux, 3 poteaux, des câbles comme ça, c'est pas très intéressant. Mais enfin, il y a au moins l'effort d'avoir de l'électricité, c'est le plus important. Mais malgré, ou peut-être à cause de tous ces défis, Romaric... Attends, ici, tu as 3 poteaux qui sont... Tu as un poteau là et là qui encercle la parcelle. Ouais, quand même. Ils en ont beaucoup quand même. Toki est manifestement fier de son métier. Aujourd'hui, être architecte en Afrique, notamment pour mon cas au Bénin,
je dirais que c'est un métier noble, c'est un métier qui fait vivre son homme. Après, tout dépend en fait de votre vocabulaire architectural, parce que bon, être architecte c'est une chose, avoir un bagage intellectuel qui vous permette de proposer une architecture qui réponde aux besoins d'une certaine clientèle, c'est autre chose. Les services d'Atoké ne sont pas bon marché, mais ses clients ont le sentiment d'être entre de bonnes mains. C'est formidable. Je n'ai pas fait mon choix de Romaric Atoké pour du n'importe quoi. Je reste serein. Je sais que Romaric est déjà Atoké, c'est du bon. C'est là que toute l'action se passe. Ici, Romaric construit une villa familiale d'une valeur d'environ 107 050 €. Il pense qu'une attitude pratique est essentielle pour mener à bien sa vision. La particularité que nous avons localement, c'est que la plupart de nos clients ne comprennent pas ce à quoi sert un architecte. Pour eux, l'architecte, il vient sur le chantier, il dessine déjà que des plans, il ne vient pas sur le chantier, pour eux, c'est l'ingénieur qui construit. Et ils n'arrivent pas à voir la valeur de la prestation intellectuelle de l'architecte. Parce qu'un architecte, il pense, il crée, c'est un artiste. En gros, pour corroborer à peu près ce qu'il dit, c'est que, vous savez, je discutais tout à l'heure avec une cliente, un sujet très intéressant. En fait, l'architecte, il fait la mission, il a une première mission, il fait la conception architecturale, tout ce qui demande créativité, et tous les plans techniques, il fait. Ensuite, il confie le plan au client à une entreprise qui va construire ses plans. Mais si jamais le client se dit, ok, moi je m'arrête avec la mission des plans sur l'architecte, il fait juste des plans, c'est tout, le suivi du projet, ça ne dépendra plus de l'architecte. Là, ça sera comme si c'était juste, il vous a juste payé le travail. Vous avez demandé comme un logo, on vous envoie un logo. C'est tout, c'est un peu dans ce même style. L'architecte est important sur le chantier parce qu'il permet le suivi du chantier. Par exemple, j'ai suivi une vidéo qu'on va analyser très prochainement de Jean-Yves qui était à son hôtel et il parlait d'une de ses salles de bain, je pense, quelque chose comme ça, où il y avait un décalage avec l'endroit du siphon et tout. Et en fait, ça, par exemple, si jamais tu avais un architecte, là, toi, le client, tu n'aurais plus à voir ces choses-là. C'est plus l'architecte qui a conçu son projet qui devait être indigné. Il faut savoir une chose, c'est que l'architecte, il est du côté du client. En fait, l'architecte, c'est comme le client. Quand l'architecte vient sur le chantier, il représente à la fois l'architecte et le client. Parce que quand le projet est beau, l'architecte est content, le client aussi est content. L'architecte n'a que d'avantage d'avoir un bon projet. Là-haut, tous les ouvriers, ils s'en foutent, ils veulent juste prendre leur argent. Mais l'architecte, vraiment, il est vraiment comme vous, Coriam, il veut que le projet soit beau. Et donc, c'est pour ça que la mission de l'architecte, ça sert non seulement au suivi du bon fonctionnement et du bon déroulement des travaux, mais surtout, du respect de la conformité des plans architecturaux à l'ouvrage bâti. C'est surtout ça. Et comme tout véritable artiste, il laisse ses œuvres. Attends, j'ai vu... C'est un artiste. Ce bâtiment, j'aime moins parce que je trouve que c'est trop vitré de partout. Et comme tout véritable artiste... Ça, par contre, j'aime bien. J'aime bien. Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais, cette simplicité. Par exemple, ici, on a une continuité de ce mur de clôture-là. On n'a pas des grosses interruptions, et ça, c'est bien. Vous voyez, dès qu'on est dans la continuité, tout paraît très simple et très, très linéaire. Ça, c'est bien. Il laisse ses œuvres parler d'elles-mêmes. Ça, non. Il y a peut-être parmi vous qui regardez cette... Non, quand je dis ça, non, c'est surtout un avis personnel. Vous ne faites pas tous les avis que je donne. Souvent, il y a des gens qui prennent un peu trop pour moi ce que je dis. Mais souvent, vous savez, je suis un architecte, certes, mais je suis aussi une personne. Des fois, je dis, ouais, ça, j'aime bien ce téléphone, j'aime pas ce téléphone. C'est un peu ça. Mais, pour ceux qui ont un projet de construction, les amis, vous voulez construire une maison, une belle villa, avec des finitions incroyables, avec un design sorti tout droit du futur. Les amis, le lien en description, vous réservez votre appel de rendez-vous et on discutera, on verra comment on pourra procéder pour votre accompagnement. Aussi, il y a un programme spécial qui va venir, mais ce programme, je pense que ça va révolutionner beaucoup de choses, ça va changer le game. Je vous en parlerai très prochainement, un programme qui sortira, qui aidera ceux qui ont les petites bourses, ceux qui n'ont pas assez de moyens pour peut-être se procurer mes services ou se procurer les services d'un architecte, à se le procurer. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que certains clients avec lesquels j'ai discuté, je me suis rendu compte que j'ai démystifié un peu le métier de l'architecture. Il y a des gens qui croyaient le métier de l'architecture insaisissable, personne ne pouvait les voir, les rencontrer, mais le fait que j'en parle un peu plus sur internet, que j'ouvre un peu sur ces sujets-là, j'ai rendu l'architecture accessible à certaines personnes et ça m'a fait plaisir, ça m'a tellement fait plaisir. J'en discutais justement avec un ami. Très bientôt, on va commencer à lancer un nouveau format live, dans lequel on va parler, comme ça on va parler de nous à nous, voilà. On va parler tranquillement et aussi ce sera des lives qui vont précéder la promotion de mon futur programme spécial.
Mission des architectes en devenir. J'aime bien ce que je fais, mais je trouve que l'architecture est aussi un très beau métier. Dans le reportage précédent sur l'architecte béninois Romaric Atoké, nous avons entendu parler de vocabulaire architectural et de l'aptitude à proposer des plans adaptés aux besoins de la clientèle. En île Maurice, un architecte a réussi à se faire une renommée en s'inspirant du passé. Voici l'homme dont il s'agit, Vinesh Chintaram, qui a été à l'origine de plusieurs bâtiments emblématiques de l'île Maurice. Ouvrez grand vos yeux. L'île Maurice, on n'a rien à redire. On en a analysé des vidéos de l'île Maurice ici. C'est vraiment un très beau pays. L'île Maurice, c'est vraiment une très belle localité. Les constructions sont très bien faites, les finitions, tout est impec, impec. L'île Maurice, joyau de l'océan Indien et étoile de fond parfaite pour les projets de Visio et de l'un de ses chefs, Vinesh Chintaram. L'objectif de cet entrepreneur d'origine mauricienne est d'épouser au mieux la philosophie architecturale. Ah, ça c'est AutoCAD, ça, pour ceux qui savent. Un vieux logiciel qu'on utilise, que moi j'utilise plus. Ça fait 10 ans. 20 ans. Du pays. Visio aborde l'architecture de la façon suivante. On essaie toujours de voir comment les choses vont s'intégrer dans la vie des gens, dans leur expérience. Le but étant d'améliorer leur qualité de vie et de faire avancer l'humanité. À Maurice, les gens peuvent découvrir l'architecture de Visio de multiples façons. Le cabinet créatif est à l'origine de la conception et de la construction de plusieurs bâtiments importants. Il a aussi donné une seconde vie à l'ancien terminal de l'aéroport réservé aux passagers. Le réaménagement et la modernisation du terminal de bus, du service d'immigration et du marché central sont également en cours. Pour Vinesh Chintaram, l'architecture doit être au service des populations. Concevoir l'architecture présente et future de l'île Maurice, c'est se projeter dans les 30 ou les 50 prochaines années. Notre grand défi, c'est de repenser la façon dont nous allons construire le pays. Si je prends l'exemple de l'endroit même où nous sommes, Njoy, eh bien ce projet consiste vraiment à transformer quelque chose qui était inutile au départ en quelque chose où on aime passer du temps. Njoy n'est qu'un exemple pour illustrer comment Visio parvient à créer de beaux espaces publics. L'Institut français de Maurice en est un autre. L'Institut français a été conçu il y a plusieurs années. Mon partenaire, Gaëtan Sio, était l'architecte principal. Nous voulions traduire ce concept de connexion à l'environnement, au contexte et aux gens, mettre vraiment l'accent sur le concept de rapprochement des cultures. C'était l'essence même de ce projet. Et une fois que vous avez un sens, il y a l'expérience de la construction qui vient se greffer dessus. Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a aussi une question d'accessibilité. Visuellement accessible, physiquement accessible. L'architecture consiste à éveiller ce type d'expérience. Quand vous vivez quelque chose de grand, en tant qu'architecte, vous le traduisez dans vos projets. Créer une architecture qui fonctionne spécifiquement pour l'île de l'océan Indien est un vrai défi. Visio est aussi à l'origine de bâtiments impressionnants comme le premier musée océanographique de la région. C'est un projet assez unique en termes de complexité. Un tiers de la surface totale du bâtiment est consacré aux installations techniques. C'était donc un point de départ pour comprendre comment traduire ces complexités techniques en design. C'était l'un des plus grands défis. Comment un bâtiment aussi fonctionnel que celui-ci peut traduire ce qu'est véritablement l'île Maurice. Et je dirais que c'est unique parce que nous montrons vraiment comment l'île Maurice a été découverte. Découverte de la zone lagunaire, puis on remonte vers ce que l'on peut appeler la biodiversité intérieure. Et ensuite, on plonge dans l'océan qui recouvre en réalité un territoire gigantesque. On parle de 2,3 millions. C'est vraiment des bâtiments qui demandent une grosse réflexion, des pensées, de toutes ces choses. Tu vois, il a dit un tiers du bâtiment était conçu rien que pour l'espace technique. Donc c'est vraiment normal. Quand tu as des aquariums de cette taille, il faut forcément un équipement technique de millions de kilomètres carrés d'espace maritime et le musée océanographique présente en fait la faune et la flore qui entourent l'île. C'est aussi un dialogue pour inviter les gens à découvrir l'île Maurice vraiment de l'intérieur, à découvrir nos origines et notre destinée et de partager cela avec le reste du monde. Partagez des idées, des infos, des avis avec le reste du monde. Et le reste du monde jeune est à l'écoute. N'est-ce pas l'une de nos missions de 77%? Plusieurs options au choix si vous voulez nous contacter, les réseaux sociaux ou un mail. On revient en Afrique continentale et direction l'Afrique du Sud. Vous allez voir des toits fleuris et de très beaux logements ou bureaux. Autre pays, autre concept. C'est l'architecte Londolozi MP lui-même qui nous raconte. Les bâtiments commerciaux sont très énergivores. Lui, je parie qu'il a la tête d'un artiste. C'est vraiment un architecte né dans l'âme, lui.
Or, il faut en tenir compte lors de leur conception. Les constructions doivent être durables. Il s'agit de planifier nos villes du futur. Bonjour, je m'appelle Mlondolozi MP, je suis architecte de formation et désormais consultant en conception durable. J'ai quitté la province du Cap-Oriental pour m'installer au Cap afin de travailler sur la durabilité, sur l'écologie. Et je vais vous présenter quelques-uns des projets sur lesquels j'ai travaillé dans le quartier de Century City. Voici le quartier de Bridgewater One. Ce quartier comprend des appartements, des hôtels, des espaces résidentiels et des bureaux. Dans les espaces commerciaux, d'un point de vue écologique, on cherche à savoir de quelle manière... Oui, là on est en Afrique du Sud. En fait, tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'on a au Canada? En fait, c'est un peu sur ça aussi que, vous savez, l'Afrique du Sud, c'est vraiment un pays où quand tu y vas, c'est un peu comme l'Europe et tout. T'as pas grand-chose qui te rappelle l'Afrique. Maintenant, en fait, c'est sur cette pensée-là que je suis en train de me diriger, justement, sur retrouver l'identité africaine. Justement, on va partir sur ces questionnements-là très bientôt. Et donc, c'est ce que je me dis, si on part tous sur cette optique-là de ville moderne, voilà, les bâtiments modernes, comme on les voit, voilà, des grosses baies vitrées, tout le reste, et un peu comme on les présente, est-ce qu'on va pas finalement finir par créer une dichotomie dans la matrice? Moi, je me dis qu'il y aura une dichotomie dans l'histoire parce que on va perdre toute cette identité originelle-là et tout le reste. L'idée ici, ce serait de vraiment revenir à une source dans laquelle on se dirait, ok, je suis arrivé quelque part, je sais où je suis. Tu sais, quand tu vas par exemple à Mykonos, tu sais que tu es en Grèce, tu sais que tu es à Mykonos. Quand tu vas en Grèce, à Athènes, tu sais que tu es à Athènes. Quand tu vas en Italie, à Rome, tu sais que tu es à Rome. Quand tu vas à Paris, Haussmannien, tu sais que tu es à Paris. Et c'est ça qui me plaît quand je vais quelque part. C'est pour pouvoir changer de paysage. Mais si je viens par exemple en Afrique du Sud et que j'ai presque l'impression d'être au Canada, ça me dérange. Ça me dérange. Et justement, c'est à cause de ça que je suis en train de remettre un peu en question toutes ces manières. Vous savez, moi aussi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui me remet en question les manières de faire, les manières des choses. Les projets que je proposais il y a 3 ans, il y a 3 mois, il y a 4 mois ne sont pas les projets que je propose maintenant. Et donc, c'est un peu ça. On essaie de se renouveler, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et justement, la question de l'identité africaine, c'est une chose qui revient très souvent dans ma tête. Et en ce moment, je suis sur une étude spéciale sur ça. Dont je vais vous présenter très bientôt. Et je vais aussi vous présenter mon principe de cuisine semi-fermée, semi-ouverte. Ça, justement, on le développe plus dans le programme spécial que je vais sortir. Ça s'appellera... Vous voulez que je donne déjà le nom? Non, je vous donnerai ça dans quelques temps. Quelques temps. Les gens vont occuper ces lieux selon les différentes saisons de l'année, tout en pensant bien évidemment à leur confort. La sélection des matériaux est très importante. Dans ce quartier en particulier, l'idée était d'introduire des éléments comme la terrasse, non pas seulement pour s'y asseoir, mais aussi pour réduire la quantité de chaleur rayonnante des surfaces chaudes. On peut notamment ajouter des couches de plantes qui sont parfaites pour créer un refroidissement par évaporation, tout en gardant une belle ambiance. On veut des végétaux qui viennent d'ici. Dans cet espace particulier, de l'eau récupérée et traitée sert à arroser les plantes grâce à un système d'irrigation goutte à goutte. Passionné par l'étude des performances des bâtiments et par la manière dont nous pouvons les améliorer et les optimiser. Lorsque vous concevez un bâtiment commercial, il est important de considérer la façade. Il faut se demander comment on peut améliorer le confort grâce aux ombrages et au choix des vitrages. Et puis il y a la chaleur qui s'accumule à l'intérieur du bâtiment. Ok, d'accord. Ce que j'adore avec l'Afrique du Sud, c'est les paysages. Les paysages sont juste à couper le souffle, c'est incroyable. Incroyable, les paysages sont trop bien. Là, vous pouvez voir les petites ailettes qui sortent du bâtiment. Elles fournissent de l'ombre en se positionnant sous différents angles en fonction du moment de la journée. Dans ce bâtiment, le défi a notamment été de concevoir l'espace de distributeur automatique. Il fallait le protéger de la lumière directe du soleil au niveau de la réception. Alors on a installé des stores automatiques. La qualité de la lumière, c'est-à-dire l'équilibre entre l'éclairage électrique et l'éclairage naturel, est... Je trouve ce bâtiment beaucoup trop vitré par rapport à la position du soleil. Un autre défi. Vous voulez un certain confort visuel et non pas des reflets sur les écrans. Le niveau de contraste visuel est également important. Vous pouvez par exemple installer des capteurs de lumière. Une fois que la lumière du jour diminue, ces capteurs vont donner l'ordre d'allumer votre éclairage artificiel.
J'aime susciter un échange culturel et un échange d'idées par mon travail. J'adore les espaces verts, c'est trop incroyable. Et par mes conceptions. Mon travail sur les produits et les meubles est centré sur le fait de raconter des histoires, les miennes, celles des autres. Il faut pouvoir s'y identifier. Certaines pièces sont amusantes, comme par exemple cette chaise et ce canapé, mais d'autres pièces sont plus sérieuses, comme ce banc d'Imbadou, la table basse Kral, ou encore ce pot, le potier. Ces objets ont une histoire. J'essaie de me demander ce que mes meubles peuvent dire sur moi et sur mes compatriotes. Je cherche à savoir comment proposer un récit, comment le diffuser ailleurs au lieu de le subir. C'est là-dessus que nous devons être forts et très attentifs, en partageant sans gêne ce que nous sommes. Je veux explorer le design au-delà de mes compétences. Je vous ai dit, c'est un vrai artiste. Il crée même ses meubles, il dessine. J'aime les gens comme ça, j'aime. Les amis, un pouce bleu sur la vidéo si vous aimez le contenu, ça fait vraiment plaisir, ça motive à créer encore plus de contenu. Je vous demande pas beaucoup de choses, hein. Vous savez, on ne demande rien d'autre aux abonnés, non, rien, juste les pouces bleus, c'est tout, rien d'autre. Il n'y a pas de cagnotte, rien, non, juste pouce bleu, c'est tout. Ça fait plaisir et vous, ça vous coûte rien, juste quelques secondes de votre temps, donc la moindre des choses, un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Traditionnel. Je viens d'une famille d'artisans et de travailleurs manuels. Un de mes oncles est charpentier, un autre est électricien, un autre est plombier. Je pense avoir hérité d'eux ce sens de la créativité. Lorsque vous explorez votre créativité pour concevoir un meuble ou un autre produit, il faut laisser libre cours à son imagination et ne pas que penser aux règles. Votre imagination peut vous emmener très loin. C'est ce qui me permet de mieux concevoir mes produits avant de passer à la compréhension, le détail et la structure. C'est donc une relation interchangeable, tout se superpose dans vos conceptions. Il faut penser à la durabilité, à l'écologie et aux moyens d'en faire un tout. L'écologie est un écosystème basé sur notre manière de vivre. Vous pouvez être écologique à la maison par votre façon de recycler, par votre façon de vous rendre au travail. Le défi que je vous lance est donc de regarder comment vous pouvez réduire votre propre empreinte écologique et avoir un comportement durable. Le défi est ainsi lancé comme quoi l'architecture vient bien au-delà des dimensions que l'on peut imaginer. Et quand il s'agit d'écologie, j'ai l'impression que nous sommes directement interpellés, nous les jeunes. Ici, on changeait de sujet, de pays pour remonter beaucoup plus haut sur le continent. Plus de suspense, vous reconnaissez le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où nous attend l'artiste Agibou Bougabali Sano. Avec lui, un tour de Bobo Dioulasso, la capitale économique. On va y danser, manger et faire de belles découvertes. Aouniché, je suis Agibou Bougabali Sano, danseur chorégraphe et directeur du festival à Bobo Dioulasso. Je m'en vais vous présenter ma toute petite belle ville qui m'a vu grandir. Bienvenue à Bobo, Aoubissimila. Bobo Dioulasso, affectueusement appelée Bobo par les habitants, est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Elle compte environ 900 000 habitants. La ville n'est pas loin de la frontière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Bobo est un centre économique et de transport et fait partie d'un important réseau ferroviaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La gare construite en 1933 rappelle des souvenirs à notre hôte. Nous sommes devant la gare de Sitaray. Mon grand-père, mon père et plusieurs oncles qui étaient cheminots ont travaillé ici. Moi, depuis que j'étais tout petit, je passais mon temps ici avec une toute petite carte de fils de cheminot, de petit-fils de cheminot, et on prenait le train gratuitement depuis Bobo Dioulasso jusqu'à Abidjan. Le nom de Bobo Dioulasso vient de deux plus grands groupes ethniques de la région, les Bobo et les Djoula. L'architecture de la ville témoigne également des influences islamiques. Ce joyau que vous voyez juste derrière moi a plus de 135 ans d'existence et construite avec de la terre et du bois et ça tient toujours. Moi, je fais partie d'une famille, d'une très grande famille musulmane, marabout. En même temps, nous n'avons pas renié nos pratiques traditionnelles, les masques. Nous nous rendons au festival de danse, l'un des plus grands événements de danse d'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre culturelle majeure. Le Burkina Faso, c'est un pays qui a une très bonne terre, dont on peut faire beaucoup de choses avec cette terre. Beaucoup de choses. A lieu chaque année à Bobo Dioulasso. Alors, ici nous sommes à Akarville, dans le quartier Akarville, c'est ma rue. Ici, c'est la rue de In and Out Dance Festival, les rencontres internationales de danse dans les espaces publics. Dans ce quartier, tout le monde danse. Les grands-mamans, les papis, les tontons, les oncles, les petits frères, les artistes, les non-artistes, tout le monde danse. À la fin de la visite, Agibou nous amène dans son restaurant préféré pour goûter au plat emblématique du Burkina Faso, le poulet à l'ail.
poulet, c'est le plat qu'on prépare partout dans le monde, quoi. Franchement, personne ne trouve dommage quand on tue autant de poulet, mais on trouve dommage quand on tue d'autres choses. Purée, la quantité de poulets qu'on a tués, nous les hommes. Est-ce que vous y avez déjà pensé? On est contre la quantité de poulets qu'on a tués dans le monde. Waouh! Je suis sûr que le poulet, si on ne l'élevait pas, il y aurait déjà eu une grosse extinction. C'est incroyable comment, partout, tous les pays, on mange du poulet. Le poulet. C'est genre le plat par excellence de tout le monde. On va s'accorder qu'il est très bon, surtout pour les Noirs. Voilà. Le poulet à l'ail ou poulet flambé est fait à base de la poule bio. Ce qu'on appelle les poules bicyclettes. Ça court, nous on court derrière, on les rattrape et ça passe dans la marmite. Vous savez, vous ne pouvez pas passer au Burkina sans goûter, en tout cas au poulet à l'ail ou au poulet flambé. C'est une spécialité simplement et purement burkinabé. Bienvenue à Bobo Dioulasso et venez déguster mon poulet flambé avec moi. Bon appétit à ceux qui nous regardent. Bon appétit. Et oui, Bobo Dioulasso et tout le Burkina Faso attendent de retrouver une vie paisible dans la sécurité. Si vous nous suivez et que vous êtes dans ce beau pays, recevez notre coucou spécial à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Moi, je me suis bien amusé. C'était très intéressant, l'émission. Elle était très intéressante. On a traité pas mal de sujets intéressants sur l'architecture, en passant par le premier sujet où on parlait de l'architecture au Ghana, ensuite au Bénin, ensuite en Afrique du Sud. Et là, à Bobo Dioulasso, c'est très intéressant tous ces sujets-là sur le développement de l'Afrique. Vous dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du développement comment est-ce que pourraient se diriger les villes africaines. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet intéressant que vous aimeriez que j'aborde de façon à aller un peu plus en profondeur dessus? Dites-moi en commentaire vos préférences et aussi répondez-moi en commentaire sur le fait le côté de l'agence que je veux lancer. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant, Lomé ou Abidjan? En commentaire, dites-le moi tous. Pour ceux qui veulent une fois de plus, me contacter pour un projet de construction, n'hésitez pas, le lien est en description, vous réservez votre appel. Pour ceux qui veulent me suivre sur mon Instagram, où j'y pose pas mal d'actualités, un peu sur ma vie aussi, mais sur d'autres choses, le lien aussi est là et mon monteur vous mettra une image, une capture d'écran juste là quelque part. Autrement, le pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait vraiment plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.